je rêvais une sorte d'abécédaire, justement, où il y avait tard, avec une parenthèse, trop ou jamais trop. J'hésite. J'hésite parce que, au fond, je pense à la manière dont on parle mal aux enfants. On ne cesse de les brusquer. On ne cesse de dire « dépêche-toi, il est tard, tu vas être en retard, c'est trop tard, t'arrives bien tard, voilà, t'es toujours en retard. » Bon. Et or, je pense que on devrait pourtant s'échiner à dire aux jeunes qu'il n'est pas trop tard. Pour moi, c'est la seule obligation d'adulte que nous ayons face à la jeunesse, c'est-à-dire celle qui nous fait face et celle dont on doit toujours travailler à ne pas la trahir en tant qu'on doit se souvenir de ce pourquoi, au fond, on a voulu faire ce qu'on fait. Et moi, je m'en souviens. Enfin, j'essaye de m'en souvenir. Et je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça, pour les historiens, effectivement, à faire le catalogue désolé des choses qui arrivent trop tard. Pourtant, c'est ce qu'on a fait pendant bien longtemps. Alors moi, en plus, je suis un spécialiste de la fin du Moyen-Âge, que parfois on appelle le Moyen-Âge tardif, où on parle aussi d'antiquité tardive. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet épuisement du temps, cet interminable prolongement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une époque qui fait... voilà, qui se prolonge, qui fait voilà, une sorte de continuation un petit peu embarrassante pour tout le monde. C'est très curieux, cette manière de nommer le temps qui désigne des survies ou un allongement au-delà d'une période qui aurait été la période de plein accomplissement. Et donc, au fond, cette manière de considérer le rapport que nous avons avec le « il est trop tard » me semble déterminer ce que nous devons à la jeunesse. Voilà. Et en particulier ce que nous devons à la jeunesse dans des pays qui, à l'Occident, au couchant du monde, eh bien, sont, comme le disait Cioran, le plus souvent amoureux de leur propre déclin. L'Occident, c'est ça. L'Occident porte dans son nom même le rêve, ou en tout cas la vision de ce qu'on appelle en arabe le Maghreb, c'est-à-dire le soleil couchant. Et il y a là quelque chose qui me semble trop puissant, trop attirant, au fond, pour ne pas être conjuré. Donc, toute la question, du point de vue, effectivement, de l'histoire ou de la littérature, c'est de conjurer cette incroyable attirance pour toutes les philosophies qui nous disent « il est trop tard ». Alors, il faut peut-être revenir sur cette notion d'imagination par rapport à ce que vous venez de dire de la jeunesse. Parce que si on adjoint à l'histoire une imagination, vous dites d'ailleurs, si c'est cela l'histoire, si elle peut cela, alors il n'est pas tout à fait trop tard. Il n'est pas tout à fait trop tard. Il y aurait deux imaginations. L'imagination première et l'imagination seconde, pour parler comme Castoriadis. L'imagination seconde, c'est celle qui viendrait, au fond, au secours d'une connaissance défaillante. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait plus, il faudrait l'imaginer. Et ça, c'est la capacité fictionnante de l'histoire après coup, qui va imaginer du vraisemblable ou qui va imaginer des dialogues. Bon, voilà. Ça, c'est ce qui m'intéresse pas, en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est l'imagination première, celle qui est constitutive du savoir lui-même. Et au fond, pour moi, l'histoire doit donner à voir. C'est cela, sa puissance imaginante. Je crois que c'est Daniel Arras qui disait, un historien de l'art, c'est juste quelqu'un qui désigne quelque chose du doigt, qui dit « regarde, regarde là ». Bon. Je pense que n'importe quel historien doit savoir faire ça, rendre visible. Et à partir de ce moment-là,
eh bien, il n'est pas trop tard, parce que on se rend compte que même si, évidemment, le temps passe et il va vers effectivement son accomplissement dans une pensée, disons, cyclique, mais il y a toujours effectivement des lueurs que l'on doit faire voir, et c'est cela la puissance imaginante de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi je vous ai presque d'instinct comme ça proposé tard, mais ça vient peut-être de souvenirs d'enfance ou d'adolescence profonds, ou Jules Supervielle, par exemple, qui parle du tard venu, de celui qui arrive à la fin, non pas pour sauver, mais simplement pour justement désigner ce moment-là où le soir arrive et les autres sont beaux. C'est quelque chose qui, à mon avis, désigne peut-être une manière non crépusculaire de désigner un moment qui est de fait le nôtre, qui est quand même plutôt un moment fatigué. Voilà, on ne va pas non plus dire que vivant dans l'Europe occidentale en 2017, on est dans un moment de très grande effervescence. Non, on est plutôt dans un moment fatigué. Mais c'est le nôtre, donc il faut bien qu'on lui trouve quelque éclat. Les tard venus, c'est aussi une critique de l'historicisme. Oui. C'est-à-dire, c'est une manière aussi pour Nietzsche de retrouver un sens critique de l'histoire, avec déjà cette idée de la coexistence, disons, des passés. Ce qui faisait dire à Michel Foucault, et ça c'est peut-être une question qui peut résonner par rapport à cette question du trop tard, dans son histoire de la sexualité, en quoi nous sommes encore grecs, en quoi nous sommes encore chrétiens, en quoi nous sommes encore, etc., etc. Et cette question du en quoi nous sommes encore, nous met en, si je puis dire, en porte-à-faux par rapport au trop tard, non ? Bien sûr, parce que il y a, si je reprends toujours Castoriadis, la question du germe. Le germe grec. En quoi nous sommes toujours grecs ? Nous sommes toujours grecs en ceci que des promesses grecques n'ont pas encore été tenues. Voilà. Et que nous devons les relever. Et donc, tout n'est pas accompli puisqu'il est dans le passé tant de futurs non advenus. Voilà. Donc c'est cela, effectivement, le fait qu'il n'est jamais trop tard. Parce que même lorsqu'on arrive à la fin d'un cycle qui est gros d'une histoire, d'une très longue histoire, si on considère que l'histoire parle du passé tel qu'il fut, tel qu'il s'est déroulé, mais aussi de tous les futurs qui se sont ouverts et refermés et qu'il nous appartient de réélargir à nouveau, c'est la question de l'espacement, alors du coup, s'ouvre partout comme effectivement une nouvelle constellation. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris l'histoire. Moi, j'ai appris d'abord à ne pas l'aimer, d'abord à m'en méfier, d'abord à m'opposer à elle. Donc, c'est d'abord la seconde considération intempestive de Nietzsche de l'inutilité des études d'histoire pour la vie. Parce que, en premier lieu, elle nous embarrasse, elle nous leste inutilement, elle nous complique l'existence et on doit se révolter contre elle. Elle nous pèse. L'histoire monumentale. Voilà. Cette histoire exemplaire, monumentale, c'est trop, c'est toujours trop, c'est toujours... Bon. Et donc, de tout cela, il faut effectivement tenter de se dégager. Et ce dégagement, c'est encore une forme d'espacement, c'est-à-dire, c'est vraiment, ça se mime plus que ça se raconte, c'est trouver effectivement à s'intercaler, à s'immiscer entre des tenailles qui sont en train de se resserrer. Et c'est pour cela que je trouve que la philosophie contemporaine doit repousser toujours le spectre
du déclinisme, du découragement ou d'une forme de cynisme de l'apocalypse. Ce sont des pensées, ce ton grand seigneur est évidemment toujours très imposant. Parce que justement, et de ce point de vue-là, le livre de Georges Didier Huberman, Survivance des Lucioles, 2009, je crois, disait bien les choses. C'est pour des raisons, je dirais, politiques, morales, et j'ajouterais générationnelles, qu'on ne peut pas se contenter d'une pensée qui, avec éclat, avec une intelligence fulgurante, au fond, travaille à nous désœuvrer. Même si je comprends très bien sa beauté, combien, effectivement, c'est magnifique et proprement sidérant, je n'y consens pas. Voilà. Je ne consens pas à une philosophie qui construit notre propre impuissance et qui nous rend amoureux de cette impuissance. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de dire « il n'est pas trop tard ». Même si ces moyens sont philosophiquement moins nobles et poétiquement moins beaux que ceux qui, on le sait, depuis si longtemps, font du déclin et de son acceptation héroïque et virile, je dirais le sommet de la pensée. Il faut prendre... c'est pas seulement... Lorsqu'on dit contre le déclinisme, il ne s'agit pas de s'opposer à quelques essayistes à la mode. Ça, c'est facile. Enfin, facile. C'est pas facile médiatiquement, mais c'est facile intellectuellement. En revanche, comprendre la puissance de séduction de cette pensée, c'est nous mettre devant une généalogie très longue et bien plus embarrassante.